Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que le réseau, c'était d'aller à des dîners, échanger ses cartes de visite. La réalité, c'est que j'ai des centaines et des centaines de cartes de visite dans mon tiroir et j'en ai pas utilisé quasiment une. On se rend pas assez compte finalement que nos origines sont extrêmement importantes et elles nous orientent et nous accompagnent au quotidien dans ce qu'on fait, dans la manière dont on agit avec les autres. Dans chaque autre continent, il y a un bout de l'Afrique et c'est ça la réussite aussi du Maroc et de l'Afrique de manière globale. Quoi qu'il arrive dans votre vie, ne désespérez jamais. Parce que le désespoir, c'est quelque chose qui peut vous emmener dans quelque chose de très très mauvais. Mais l'espoir, c'est quelque chose qui peut vraiment vous transcender. Bonjour Abdelali, Bonjour Osama. comment vas-tu? Très bien, écoute, à tes côtés toujours. Bienvenue dans House of Africa. Je te remercie de ta venue aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par ta présentation. J'aimerais que tu te présentes aujourd'hui en nous disant ton nom, ton prénom, ton origine et ce que tu fais actuellement. Alors, je m'appelle Abdelali El Badawi, j'ai 42 ans, je suis d'origine marocaine, je suis né en France, donc je suis franco-marocain, je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que je fais actuellement? Je fais plein de choses. Je suis à la base infirmier de métier. J'ai été diplômé il y a 15 ans. Dans quelques semaines, ça va faire 15 ans. Et avant ça, j'étais auxiliaire de vie et homme de ménage pendant près de 7 ans. Donc, ce qui m'a permis de passer les concours d'infirmier, de devenir infirmier par la suite. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé d'épouser une carrière qui est complémentaire à celle d'infirmier, puisque je suis entrepreneur social. Et donc, on va les détailler un peu plus tout à l'heure, mais mon enjeu, c'est de travailler sur la question philanthropique, les enjeux de droit commun, les enjeux aussi de venture capital au service de la philanthropie. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Quand tu gagnes, c'est de toujours redonner. Et je pense que c'est important aujourd'hui que notre société soit une société qui donne plus qu'il ne reçoit aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta première rencontre avec le Maroc? Alors, ma première rencontre avec le Maroc, je pense que c'est celle avec mes parents finalement, mais aussi celle avec mes origines, puisque moi, mes parents sont du sud du Maroc, de Zagora, Agdez. Donc, ma mère est de Fomsgued, qui est aussi une région du sud qui est pour moi chère à mon cœur. Et la réalité, c'est que ça a été pour moi une révélation de voir qu'il y a une richesse aussi dans le sud du Maroc, près de Zagora. Et donc de voir aussi un peuple digne, un peuple qui est aussi à l'écoute et qui finalement me ressemble. Et donc ça a été assez particulier. Bon, j'étais jeune, mais la réalité, c'est qu'on se rappelle aussi de beaucoup de choses dans notre jeunesse. Je me rappelle de ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle. Je me rappelle de chacun de leurs gestes, chacun de leurs attentions à mon égard en tant que binationaux. Et ça m'a porté à aujourd'hui être très attaché à mes origines. Et quelle a été l'influence du Maroc sur toi? L'influence du Maroc sur moi, elle a été très importante dans mes qualités humaines. Euh, et mes qualités humaines, le sens du service, le sens de l'écoute, le sens du travail, le sens de l'amour, de la bienveillance et du respect de l'autre. Et je crois que cette influence, elle a aussi permis pour moi de canaliser l'enfant hyperactif que je suis et aussi de tout faire pour essayer au maximum de prendre les bonnes décisions dans mon parcours de vie, dans mon chemin de vie, dans les différentes difficultés que j'ai vécues. Et donc, ça, c'était vraiment clairement quelque chose d'important et de déterminant même, je pense, parce que on ne se rend pas assez compte finalement que nos origines sont extrêmement importantes et elles nous aussi orientent et nous accompagnent au quotidien dans ce qu'on fait, dans la manière dont on agit avec les autres. Et donc ça a été complètement déterminant aussi. Abdelali, tu es une personnalité qui est maintenant connue et reconnue. Pour toi, quelles ont été tes plus belles réalisations professionnelles? Je pense que mes plus belles réalisations professionnelles, c'est d'abord mon expérience professionnelle en tant qu'homme de ménage. Je dis souvent que les femmes de ménage, elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont tout apporté.
Quand dans le parcours de vie que j'ai vécu, où finalement le système éducatif et scolaire a été est complètement à l'opposé de ce que moi j'avais envie de vivre. Et je me suis senti rejeté de tout cela. Et celles qui m'ont accueilli dans un stage de 2 semaines, ce sont les femmes de ménage. Finalement, je suis resté 7 ans dans ce métier en tant qu'homme de ménage et auxiliaire de vie. Elles m'ont tout appris. Et je crois que c'est d'abord cette belle réalisation humaine que j'ai vécue parce que il y a une réalité, c'est que notre système dans lequel nous sommes, souvent, euh, il oriente la réalisation ou le résultat à des chiffres, à un statut scolaire, à un statut de diplôme, à un statut dans une entreprise, voire un statut de moyens matériels. Et moi, j'ai beaucoup appris d'un point de vue immatériel à leur côté. Et ça a été ma plus belle réalisation et qui m'a finalement accompagné tout au long de mon parcours de vie, dans mes activités, dans ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les réalisations qu'aujourd'hui, dont je suis aussi fier, c'est les millions de patients aujourd'hui qu'on accompagne, qu'on a accompagnés, qui ont eu accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la démocratisation de l'écologie, accès à beaucoup de choses et qui finalement sont le fruit pas que de mon travail, mais aussi le fruit des équipes, des partenaires, des patients qui nous ont fait confiance et tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une réalisation collective plus qu'une réalisation individuelle. Et je remercie aussi, bien entendu, tous ceux qui ont fait mon parcours en me refusant parfois certains accès, en me refusant parfois d'aller plus loin. Ben, je les remercie aussi parce que finalement, en me disant non, en fait, c'est comme s'ils m'avaient dit oui. Et donc, j'ai trouvé par moi-même, mais aussi grâce au soutien d'autres, les solutions qu'il faut. Très bien. Euh, Pourrais-tu nous parler aussi de ta vision de l'ambition? Ma vision de l'ambition, elle est, je pense que d'abord, la mienne, elle est plutôt une ambition d'avoir une forme de sérénité, de tranquillité d'esprit, de pouvoir tout faire au moins pour mes enfants, ma famille, dans un premier temps. Et puis, bien entendu, mon ambition, c'est de, je dirais, distribuer à plus de monde, faire en sorte d'être utile à plus de monde. Et donc, je crois que l'ambition, elle est pas, en tout cas chez moi, c'est pas une ambition à titre individuel. Alors, on a tous envie de briller, on a tous envie de ceci, de cela. Mais la réalité, c'est que là où je suis le plus apaisé, c'est quand ça a pu être utile à des millions de gens, à des milliers de gens, quand ça a été utile à mes enfants, quand c'est utile à mes parents, à ma famille, à mon entourage. Là, c'est ça ma réalisation de l'ambition. Puis après, bien sûr, la réalisation de l'ambition qui est une réalisation plutôt matérielle, c'est de pouvoir continuer à prospérer, faire prospérer les projets, à faire en sorte qu'il y ait encore plus d'impact systémique sur les questions de santé, sur les questions éducatives, environnementales, de droit commun, la notion de justice sociale. Tous ces éléments, en fait, pour moi, sont aussi des ambitions. Et puis, l'ambition, c'est de pouvoir faire en sorte que d'autres générations puissent prendre le relais et puis faire mieux que nous. Et actuellement, euh, dans les projets sur lesquels tu travailles actuellement, est-ce que tu rêves de fonder un nouveau projet, par exemple? Ouais, et c'est plus qu'un rêve, c'est une réalité qu'on est en train de construire avec mes équipes. Effectivement, j'ai toute une vision philanthropique qui est en train de grandir. Banlieue santé, banlieue school, banlieue climat, banlieue droit, banlieue sport, qui sont aussi des organisations qui sont en train de prendre le jour. Et puis aussi une ambition plutôt économique au service finalement de l'intérêt général, au service de l'économie sociale et solidaire. Pour moi, c'est important de se dire que ce qu'on gagne puisse être redistribué et faire en sorte de toucher encore un maximum de personnes. Donc, avec depuis le mois d'avril 2024, la création d'un véhicule financier qui s'appelle Banlieue Capital, avec un associé, Abderrahman, avec qui on travaille justement à créer une forme d'entrepreneuriat social encore plus, je dirais, impactante,
plus solide, plus juste. Et donc, pour moi, une des ambitions, c'est de créer un très grand fonds d'investissement au service finalement de l'impact, mais pas au sens de l'impact comme beaucoup veulent nous le faire entendre, mais au sens finalement de l'impact de proximité, d'être au service finalement des individus, des communautés, des collectivités. Et ça, pour nous, ben, c'est un travail finalement de dentelle, un travail d'orfèvre. Il faut vraiment faire ça avec minutie, telle une montre suisse. Et donc, pour nous, ça demande de s'entourer des bonnes personnes, d'être accompagné des bonnes personnes. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de créer. Donc, on est en train de staffer aussi tout ça. Et donc, on a des opportunités qui nous sont adressées. Donc, il faut les transformer. Donc oui, il y a un grand projet qui est en train d'être aujourd'hui mis au jour et pour lequel ben, je travaille beaucoup. Évidemment, il y a dans tout projet une place pour l'échec. Quelle est ton approche de l'échec? Alors mon approche de l'échec, elle est assez particulière. Moi, j'ai été sportif de haut niveau, donc en course à pied, championnat d'Europe, championnat du monde de cross-country, etc. Et la réalité de l'échec, elle m'a jamais finalement traversé l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai pas pu réussir quelque chose, je me suis aussi donné des raisons de pourquoi ça n'a pas réussi, sans incriminer les autres. Je pense que c'est important aujourd'hui que dans l'échec, on s'incrimine pas, on n'incrimine pas les autres en pensant que c'est la faute des autres. C'est d'abord de notre faute, mais c'est pas parce que c'est de notre faute qu'on doit se flageller, qu'on doit s'en vouloir. Mais au contraire, c'est changer les choses. Changer les choses au quotidien, dans soi-même, dans ce qu'on fait au quotidien, la manière dont on se comporte avec les autres. Et donc, la notion d'échec, chez moi, elle n'est pas du tout dans mon dictionnaire. C'est comme le oui et le non. La réalité, c'est que moi, le non n'existe pas, c'est que le oui. Et l'échec n'existe pas, c'est que finalement des réussites, même quand finalement elles sont pas si impactantes que cela. Et que dirais-tu à ceux qui laissent la peur de l'échec justement les empêcher d'avancer? Bah justement, moi, je ferai comme j'ai fait. Je l'ai supprimé de mon dictionnaire, ce qui fait que mentalement, quand je vis quelque chose, ou même je suis en difficulté, je le vis pas comme quelque chose de mal, mais comme quelque chose de positif pour moi. Ça m'a peut-être évité des choses, peut-être évité de créer du lien avec des gens que j'aurais pas dû créer du lien. Donc, la réalité, c'est que cette notion d'échec, pour moi, elle n'est pas quelque chose d'incarner en moi-même. Et je la rejette, non pas parce que je veux l'éviter, mais je la rejette parce que elle peut m'empêcher d'avancer. Et donc, tout ce qui peut m'empêcher d'avancer, eh ben, je vais tout faire pour l'écarter. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette détermination profonde et cette aussi conviction profonde que rien n'est impossible. Et ce qui t'appartient à toi, c'est de faire. Le résultat ne t'appartient pas. Quand on parle d'échec, on parle aussi évidemment de réussite. Quelle est ton approche de la réussite? Moi, mon approche de la réussite, bien entendu, on est des êtres humains avec nos faiblesses et je crois qu'on a tous nos petits péchés mignons, nos petites. Et la réalité, c'est que on a cette notion forcément d'une réussite matérielle, tous. D'être élu quelque part, d'entreprendre quelque part, d'avoir la villa de nos rêves, etc. Et je me suis toujours dit qu'il faut pas mettre ça au cœur de finalement de la réussite et mettre la notion de réussite qui est la plus importante, c'est une réussite immatérielle. La réussite de l'amour, la réussite d'être au service, la réussite de la bienveillance, la réussite du courage, la réussite de l'honnêteté, etc. Parce que tout ça, c'est plus difficile que le reste. La réalité, elle est là. Elle est que humainement, en fait, on va être attiré par, finalement, plus par des objets matériels, parce qui, finalement, euh, nous donnent plaisir de manière un peu comme une pâtisserie, le sucre rapide. Tu vois, la réalité, c'est que ça, c'est très bon, mais ça peut avoir un impact très mauvais sur soi. Alors qu'il faut qu'on travaille sur le long terme, d'avoir une vision sucre lent, et ça, c'est plus dur, et donc ça demande un effort. Et l'effort, finalement, c'est aussi ça qu'il faut aussi travailler. Moi, j'ai toujours dit que la vie, c'était une course d'endurance, et ça fait partie de ce que j'étais en tant que sportif, et donc ça m'a beaucoup aidé dans cette notion de réussite. Et donc, la réussite immatérielle, elle est pour moi essentielle. En termes de définition, c'est ma définition à moi.
sur lesquels je travaille tous les jours. Parce que il y a aussi une réalité, c'est que le monde va tellement vite que dans tes ambitions, tu peux t'y perdre. Et donc, chaque matin et chaque soir, la première chose que je fais le matin, c'est je remets mon intention au cœur finalement de ma vie, dans ma journée. Et puis le soir, je fais le compte-rendu de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. Et ça, je pense que c'est important de faire quasiment tous les jours ce point sur soi-même. Parce que c'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Et donc, c'est ça la notion de réussite. Et puis après, bien entendu, de continuer à donner du temps pour sa famille, donner du temps aux autres. Et c'est important aussi d'être utile aux autres. Mais je pense que pour moi, dans la notion de réussite, il faut que je réussisse moi-même à être meilleur qu'hier et avant-hier. Lorsque l'on réussit, on analyse peu, voire jamais sa réussite. Est-ce ton cas? Euh, oui, parce que on a un cerveau qui nous focus finalement sur ce que on n'a pas réussi à faire. Euh, et donc, moi, dans ce que je vis au quotidien, j'essaye de faire le point aussi de mes victoires individuelles, mes victoires collectives, individuelles parce que ben, on reste des êtres humains et avec tout ce que ça comporte de positif ou de négatif. Et donc, ma plus grande difficulté finalement, c'est moi-même. Est-ce que je suis quelqu'un de bon? Est-ce que je suis quelqu'un qui est pas encore assez bon? Plutôt que de dire est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Et là, bon, ben, finalement, je ferai comme beaucoup, je me freinerai dans ma vie. Et donc, je pense que il faut, je pense, aussi entraîner son cerveau à lui donner des messages extrêmement positifs pour que ça suscite de l'espoir, ça suscite de l'envie, et puis tu sois toujours en mouvement, et donc tu sois pas sédentaire dans finalement ce que tu fais et ce que tu vis. Et donc dans les points que tu fais, ben, il faut les faire pour soi-même. Et puis de temps en temps, il faut aller voir des gens, je dirais, qui sont bienveillants avec toi, mais qui vont aussi te dire ce qu'ils pensent de toi, négatif ou positif. Mais parce que c'est important aussi d'avoir un cercle privé qui te tire vers le haut, parce que ben, dehors, c'est dangereux en fait. Dehors, c'est pas simple. Et donc, il faut être entouré aussi de gens qui vont avoir cette sécurité et te sécuriser. Depuis le début de notre échange, tu parles beaucoup de collectif, d'entourage, de cercle. Tout d'abord, est-ce que tu aurais un message pour justement toutes ces personnes qui t'entourent, qui travaillent avec toi, que ce soit tes cofondateurs, qui t'entourent, qui travaillent avec toi? Est-ce que tu aurais un message pour eux? Ouais, j'ai un message pour mes parents. Merci de m'avoir fait confiance et de me faire confiance. À ma famille, à mes frères et sœurs, à tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, mon entraîneur, Vincent, le premier cadre de santé qui m'a fait confiance à l'hôpital, les femmes de ménage, à tous les patients que j'ai accompagnés même dans la fin de vie. Parce que chacun d'entre eux a contribué à me permettre d'être ce que je suis. Et puis, bien entendu, mes cofondateurs, cofondatrices, mes collaborateurs, mes collaboratrices, mes associés, les partenaires qui me font confiance. Et tout ça, sans eux, ben, je ne serais pas arrivé. Et aussi parce que ben, il faut le vouloir pour y arriver. Et je pense que c'est ça aussi que ils ont saisi chez moi, c'est qu'ils m'ont fait confiance là où d'autres ne l'avaient pas fait, là où d'autres m'avaient fermé les portes. Et je remercie du fond du cœur pour tout ça, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir dans son chemin des gens qui t'ouvrent des portes, des gens qui te ferment des portes. Et ça fait partie finalement de ce que la société est. Et donc, à nous de transmettre quelque chose de positif aux prochaines générations pour qu'elles puissent faire encore mieux que nous. Et donc, voilà, j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour eux. Et puis aussi pour tous ceux qui sont partis et qui nous ont laissé et légué
vraiment leur histoire, leur parcours. Ils bénéficient finalement du résultat aussi qu'aujourd'hui on a sur le terrain. Je pense à mon oncle, à mon grand-père, à tous les patients qui m'ont fait confiance pour les soigner, qui sont partis, qui sont décédés et tout, mais aussi tous les entourages de ceux qui sont autour de moi et qui sont partis parce que je les ai rencontrés, j'ai marché avec eux, j'ai parfois eu des mots d'eux. Et ça, ça a été, je dirais, pour moi, voilà, une des plus belles réalisations et je les remercie pour ça. J'aimerais aussi te poser une question. Comment est-ce qu'une personne peut justement réussir à se construire un collectif? Des personnes qui vont pouvoir faire confiance, réussir Mmh. justement à faire confiance, à travailler avec des personnes compétentes aussi. Parce que c'est justement difficile aussi de trouver des personnes compétentes qui vont pouvoir réussir à fonder une entreprise, à fonder une organisation, une association. Heu, Comment est-ce que tu as réussi justement à faire ça? Tu as parlé de confiance, c'est je pense aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est la confiance. La confiance en soi, c'est important et puis avoir confiance aux autres. Toujours donner de la confiance, partir du principe que, ces personnes-là, ont aussi leurs défauts, mais ils ont surtout leurs qualités. Et donc moi, ce que j'ai été chercher chez chacun d'entre eux, c'est d'abord, les qualités et travailler autour de ces qualités pour les renforcer, pour que même les défauts, à un moment, puissent reculer. Et donc faire avancer les qualités des autres, c'est très important. Valoriser l'autre, c'est très important. Et puis en même temps, l'accompagner à s'épanouir, l'accompagner à se faire. Et donc, la notion de travail en commun, le plus difficile, c'est de travailler avec les uns et les autres. La réalité, elle est là, c'est que chacun est différent, chacun a un parcours différent, et donc il faut prendre le temps de prendre en compte son passé, sa personne, etc. Et donc, ce travail, finalement, d'être à l'écoute, c'est probablement le plus difficile. Être à l'écoute de l'autre, c'est soigner l'autre. Moi, je dis toujours que écouter son patient, c'est 50% du soin. Et donc, écouter finalement ses équipes, ses associés, ses partenaires, sa famille, ses enfants, ses parents, ben, c'est être vraiment dans une capacité de pouvoir prendre du recul, accepter aussi que tu n'as pas raison tout le temps, accepter la critique, accepter beaucoup de choses qui sont difficiles à accepter pour l'être humain finalement. Mais en même temps, pour moi, tellement motrice dans l'engagement, tellement motrice dans le fait de construire un projet qui me dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a fait et ce qui fait ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai considéré que si le projet devait m'arriver au front, ça me sert à rien. Par contre, si c'est un projet qui me dépasse, qui ne m'appartient plus et qui appartient aux autres, eh ben ça, c'est la réussite. Et comment est-ce que tu as réussi justement à développer ton réseau? Moi, je crois que, moi, j'ai pendant très longtemps, j'ai cru que le réseau, c'était d'aller à des dîners, échanger ses cartes de visite. La réalité, c'est que j'ai, des centaines et des centaines de cartes de visite dans mon tiroir, heu et j'en ai pas utilisé quasiment une. Et par contre, j'ai développé un écosystème, de gens sérieux, des gens de confiance, des gens, avec qui, j'ai lié, parfois de l'amitié, de la fraternité, de l'amour, du respect qui, finalement m'ont accompagné et m'ont fait confiance, m'ont donné du temps, m'ont donné des conseils, et le premier réseau finalement, c'est le réseau, que tu crées quand tu es jeune. C'est-à-dire ta famille, tes amis, et ça, c'est un réseau parce que, quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou que tu perdes, ils seront là. Et je pense que c'est important de considérer que dans ta notion de réseau et de réussite et de ce que tu veux développer, c'est de se dire: «Qui va être là si demain je perds tout?» Et il y aura plus beaucoup de gens finalement qui vont être là. Parce que tous ceux qui sont là, parfois ils sont là par, objectif individuel, matériel, parfois, par objectif, même de te faire du tort. Mais si je devais donner des conseils de comment tu crées ton réseau, je pense qu'il faut, savoir s'entourer, savoir aussi, déléguer, savoir partager son projet, pas considérer qu'il est que pour soi. Savoir, aussi être à l'écoute
finalement des autres, à l'écoute des difficultés des autres. Et puis même parfois être au service d'autres projets. Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi, effectivement, je suis fondateur, CEO de plein d'organisations, je dirige plein de projets, mais ce qu'on ne sait pas de moi, c'est que je suis au service d'autres projets, au service d'autres patrons et de patronnes. Et donc, et j'ai pas besoin d'être visible pour faire en sorte que leur réussite, elle soit présente médiatiquement, financièrement, et j'en passe. Et donc, il y a, je pense que c'est important aussi de se dire que dans tout ça, la notion du réseau, c'est quelque chose que tu construis en marchant et en croisant des individus qui vont te faire confiance et puis aussi parfois d'être déçus. Et c'est ça aussi la notion de réseau. C'est pas que des réussites, c'est aussi parfois d'être déçu parce que en face, ben, tu as des gens qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Et comment est-ce que tu réussis à surmonter ces déceptions? Je crois que les déceptions, quand on est des gens sensibles, c'est difficile à les surmonter au début. Tu as l'impression d'être piqué au vif, tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mauvais, tu as l'impression de... Tu es dans une, même parfois une posture tu t'en veux. Alors que parfois, c'est pas toi qui as créé le problème, c'est les autres. Mais en même temps, tu ne peux pas incriminer les autres. C'est parce que c'est là où, moi j'ai toujours, quand il se passe un problème avec quelqu'un, c'est que j'ai laissé la porte à ce qu'il se passe un problème. Et donc, je suis aussi l'équation d'un problème. Mais par contre, c'est pas parce que je suis l'équation que je vais m'en vouloir, etc. Bon, je vais surmonter et gérer la déception. Ben voilà, tu as des gens dans ta vie qui vont rentrer, d'autres qui vont sortir, d'autres qui vont sortir et revenir, d'autres qui vont rentrer et jamais partir. Et je pense qu'il faut l'accepter à un moment et garder le cap pour les projets, garder le cap de continuer à développer les engagements. Donc voilà, c'est aussi ça la vie. Et est-ce que tu penses qu'il faut, garder une certaine, limite entre, le réseau business et entre les amis et la famille? Ouais, je pense que parfois il faut garder des distances entre la famille et les réseaux, la famille et les projets, parce que on peut pas tout mélanger. Et je préfère garder parfois ma fraternité, mon amitié et aussi mon lien familial que de faire des affaires avec mes amis et ma famille, parce que je ne voudrais pas que une histoire matérielle nous désunit. Et donc, je crois que c'est la chose qui me ferait le plus de mal, que l'argent ou le pouvoir nous désunissent. Et donc, j'essaie de voilà, de pas trop les engager, de pas trop leur demander, de pas trop les solliciter et de pouvoir vraiment m'appuyer sur d'autres. Et donc, voilà, c'est assez délicat de faire, arriver à faire, de ne pas arriver à faire les deux ou d'arriver à faire les deux, mais on essaye de jongler pour éviter justement de créer quelque chose qui soit pas forcément positif pour soi. Quelle place pour toi a le Maroc pour l'Afrique? Bah, je pense que le Maroc a une place importante. Le Maroc est un pays qui accueille. Le Maroc est très ami avec la plupart des pays en Afrique. Et moi, j'ai beaucoup d'amis africaines, africaine, pardon, avec qui je travaille, soit des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens, des Comoriens, des Camerounais, des Ivoiriens. Et donc, euh, en vrai, l'Afrique, c'est un pays à lui tout seul, effectivement, avec des multitudes ethniques et religieuses, mais en même temps, avec des valeurs communes, la dignité, le respect de l'autre, le don de soi, l'amour des autres. Et je crois que ces qualités humaines sont finalement les fondements de ce continent qui est incroyable, qui regorge d'énergie. Et donc le Maroc, pour moi, dans l'Afrique, c'est aussi finalement tout un savoir-faire, un savoir-être, une expérience qu'il peut transmettre, mais qu'il peut recevoir et qu'il reçoit au quotidien.
me rappelle de rencontres de médecins sénégalais, de médecins maliens, camerounais, au Maroc, qui y sont étudiants, qui sont même qui exercent. Et donc, le Maroc, c'est vraiment un pays d'ouverture et qui aujourd'hui qui est en train de se transformer et auquel on a tous envie de participer avec beaucoup d'humilité. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a fait un travail ces 20 dernières années d'incroyable. Et on voit que ça a porté et que ça porte ses fruits. Et qu'aujourd'hui, le soft power du Maroc est partout dans le monde. Et n'est pas que dans le continent africain. Et donc, dans chaque autre continent, il y a un bout de l'Afrique. Et c'est ça la réussite aussi du Maroc et de l'Afrique de manière globale. Est-ce que tu aurais justement un message pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont aussi en train d'essayer de travailler, de faire développer leurs projets? Est-ce que tu aurais justement des conseils à leur prodiguer aujourd'hui? Ouais, non, je pense que dans les conseils, pour moi, c'est garder ses valeurs. Garder ses valeurs, je pense que ça fait partie de quelque chose finalement qui est un patrimoine immatériel et qui finalement vous suivra toute votre vie. Et donc, en termes de conseils, c'est recevez, mais redonnez plus que vous ne recevez. Et, euh, et aussi, faites preuve finalement de droiture, faites preuve de bonté, faites preuve, je dirais, de justice et d'équité envers soi et envers les autres. Et vous verrez, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui a fait un grand parcours scolaire, fait les meilleures écoles. Bien sûr, ça sert. Mais la réalité elle est autre, c'est que les qualités humaines, c'est ce qui va finalement vous ancrer et vous permettre d'être lucide dans vos choix, lucide dans votre vie, lucide dans ce que vous êtes en train de vouloir ambitionner de faire. Et puis, il n'y a aucune porte qui se fermera pour vous dès l'instant où vous restez ancré avec des valeurs, ancré avec des valeurs d'amour, de respect, de bienveillance, d'équité, de justice. Et tout ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut aussi réapprendre à notre génération qui arrive pour qu'elle puisse vraiment vivre avec quelque chose qui soit cohérent, mais aussi palpable pour elle, et puis qui va les accompagner tout au long de leur vie professionnelle et personnelle. Et je pense que c'est important. Si tu devais te définir en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? En 3 mots, je pense, c'est assez compliqué parce que déjà, se définir, c'est pas simple. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de laisser ça aux autres pour ne pas devoir se définir par quelque chose qui parfois ne correspond pas. Non, moi je pense que s'il y a 3 mots, c'est l'amour pour les autres, euh, l'utilité aux autres, et puis surtout la persévérance, la résilience. Je fais un quatrième, mais la résilience, c'est quelque chose qui me définit pas mal et sur lequel je fais un travail fort. Et la dernière question, que penserait le petit Abdelali du grand Abdelali? Je sais pas bien parce que je me suis jamais imaginé cette question qui est intéressante. Mais en tout cas, le petit dirait au grand, je suis fier de toi, mais il faut continuer à faire l'effort, à continuer à faire l'effort et aussi à faire ce travail pour ne pas mettre l'ego au cœur de quoi que ce soit et de continuer à garder la simplicité et puis les valeurs dans ce qu'on fait. Donc, euh, je remercie aussi le petit Abdelali qui avait envie de vraiment continuer à être utile aux autres et finalement, il n'a que bien passé et transmis le relais pour la suite. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre pour terminer cette interview? Ouais, le dernier message, je pense que pour moi qui est extrêmement important, c'est ne désespérez pas. Quoi qu'il arrive dans votre vie, ne désespérez jamais.
Parce que le désespoir, c'est quelque chose qui peut vous emmener dans quelque chose de très, très mauvais. Mais l'espoir, c'est quelque chose qui peut vraiment vous transcender.